Un café, s'il vous plaît. Un café pour la table 6. Ligne droite, Combien je vous dois? C'est beaucoup trop cher. l'addition. Bonjour Myriade Crafré, merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef Monde de Valeurs Actuelles. Et puis vous nous revenez de Syrie, on l'avait rapidement abordé la dernière fois. On s'était attardé sur le Liban et donc maintenant place à la Syrie. Bonjour Liselotte. Un mois Bonjour après la chute de Bachar al-Assad, vous vous êtes donc rendu sur place. En France, les grands titres étaient quasi unanimes. Les Syriens sont enfin débarrassés, de beaux jours attendent la Syrie. Pourtant, les valeurs d'HTC, puis la figure de son leader Al-Joulani ont aussi de quoi inquiéter. Alors, est-ce que vous pourriez commencer par nous expliquer ce que vous avez pu constater sur place? Quel était l'état d'esprit ambiant? Alors je voudrais tout d'abord préciser à vos auditeurs qui sont des gens qui suivent depuis longtemps l'actualité de la Syrie que c'était la première fois, moi, que j'avais l'occasion, la chance de mettre les pieds sur le sol syrien, même si j'ai déjà beaucoup travaillé, étudié, écrit d'ailleurs sur la Syrie, la géopolitique de la Syrie et du Moyen-Orient. Je leur dis ça parce qu'il y a 2 ou 3 choses qui m'ont vraiment frappé. J'ai eu un sentiment de découvrir un pays à l'arrêt. Un pays figé dans un état d'ailleurs, dans un état économique et social absolument incroyable, déplorable. Ça me rappelait d'ailleurs un peu toute comparaison n'étant pas forcément raison, mais ça me rappelait un peu l'ambiance qui pouvait exister quand les premiers journalistes ont mis les pieds à l'est du mur soviétique qui est tombé à la fin des années 90. Dans certains pays, on avait l'impression de se retrouver dans un pays dans des régions, dans une situation qui était vraiment inconnue. Mais là, c'est encore différent. C'est ce pays que j'ai traversé de long en large, du sud au nord, du nord au sud, dans la partie finalement dans la Syrie utile. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est on a l'impression d'être dans une longue plaie, et j'appelle ça une longue plaie sèche. C'est-à-dire qu'on part sur des dizaines de kilomètres, on voit physiquement cette Syrie qui a été détruite, quasiment énormément détruite pendant la terrible guerre civile des années 2011-2018. Je vous rappelle, aujourd'hui on estime qu'il y a eu près de 500 000 morts. Et en fait, vous voyez ce pays détruit qui n'a pas été reconstruit, qui est figé dans la destruction. Ce sont de véritables images pour ceux qui sont des fans de la Seconde Guerre mondiale. Ce sont des images qui font penser à Berlin, à Stalingrad, à Caen, à Saint-Lô, à Cherbourg, à Brest après les bombardements. Et là, c'est sur des dizaines de kilomètres, non seulement dans les villes, en particulier dans les villes comme Homs, qui est au centre ouest de la Syrie, mais tout le long de l'autoroute qui monte vers Alep, ce sont des dizaines de kilomètres de bâtiments détruits, de restes de carcasses d'immeubles, de maisons, dans lesquelles d'ailleurs il n'y a plus ni fenêtres, ni portes, ni bouts de métal, aucune vie. Tout a été pillé par une armée de recycleurs syriens beaucoup plus efficaces, je pense, que nos recycleurs que l'on paye à prix d'or en France. Évidemment, c'était une manière pour les Syriens de faire feu de tout bois, de vivre de ce qu'ils pouvaient. Car l'autre point qui m'a vraiment frappé dans ce pays, c'est qu'on a l'impression d'avoir un pays qui s'est arrêté de vivre, de travailler. Il n'y a pas une usine. Les seules fumées que l'on voyait dans cette Syrie superbe, il y avait un soleil absolument incroyable. C'est ce pays d'une beauté fascinante. On passe du sud au nord du désert, ensuite on traverse des champs d'oliviers, de pistachiers, ensuite on entre dans une grande plaine d'altitude fertile avec une terre qui est aussi entre le noir et le rouge à cause du taux de cuivre qui est dans la terre, dans lequel on fait pousser du blé. C'est un véritable grenier, sans parler de la plaine de Latakié sur la Méditerranée, qui elle est une plaine fruitière. C'est un pays riche. Et c'est un pays en fait qui est à l'arrêt. Les seules usines, disais-je, ce sont les quelques centrales thermiques qui fonctionnent encore pour produire une électricité au maximum 2 heures par jour. Vous avez aujourd'hui dans ce pays qui était un pays, comment dirais-je, développé à la mode un peu arabo-soviétique, mais développé quand même. Vous avez aujourd'hui 2 heures d'électricité par jour. J'ai été reçu dans des maisons à Alep, à Damas, où il n'y a pas de chauffage. La seule moyen aujourd'hui de se chauffer, ce sont des petits poêles à mazout, à gasoil. Vous avez aujourd'hui ainsi des systèmes de panneaux solaires qui ont fleuri sur les toits, en plus des groupes électrogènes que certains avaient encore les moyens de se payer à l'entrée des immeubles, mais qui aujourd'hui
coûtent tellement cher qu'en fait, beaucoup d'habitants ne les utilisent plus. Quand les vainqueurs sont arrivés le 8 décembre, je reviens un petit peu en arrière pour expliquer pourquoi ce pays est à l'arrêt aujourd'hui. Ouais. Le 8 décembre, quand ce fameux HTC piloté par Al-Joulani, aujourd'hui qui se fait appeler Al-Shara, il a changé de nom, il a changé de visage. Il présente aujourd'hui le visage de ce que j'appelle un post-djihadiste. On y reviendra si vous voulez. Ce gars-là, bien connu de tous les services occidentaux pour avoir été élevé dans les prisons américaines en Irak au lait de al-Baghdadi, le fameux leader d'Al-Qaïda. Ce gars-là est arrivé le 8 décembre contre toute attente, à sa propre surprise à Damas. Et ils ont aussitôt demandé à tous les cadres, les responsables de la fonction publique, de prendre un congé sabbatique, un congé sans solde. J'y étais donc début janvier, mi-janvier en Syrie, et les responsables venaient à peine d'être rappelés à leur poste. Donc cette fonction publique s'est délitée. Ensuite, ils se sont empressés de mettre à la porte tous les fonctionnaires qui étaient d'anciens militaires, ainsi que ceux qui avaient eu le droit d'être recyclés dans la fonction publique parce qu'ils avaient dans leur famille un martyr, c'est-à-dire un soldat, un combattant tué au front face à la rébellion, c'est-à-dire les anciens de HTC et les autres. Et en faisant ça, en fait, si vous voulez, ils ont décapité la fonction publique, sans compter que ce pays était largement tenu par une armée, une police qui avait disparu. Tous les uniformes, en fait, se sont délités, sont évanouis dans la nature au fur et à mesure que Al-Shara et ses hommes arrivaient à Damas aujourd'hui. Et on a donc le sentiment d'un pays absolument, comment dirais-je, ouvert, sans défense, sans architecture de sécurité, sans administration. Il n'y a pas un policier dehors, vous ne voyez aucune force de l'ordre dehors. Il faut vraiment chercher d'ailleurs pour, dans les grandes villes, distinguer à des carrefours, dans des voitures, d'ailleurs toutes les mêmes, de toute la même marque japonaise, couvertes de poussière, toujours couvertes de poussière, ces fameux hommes d'HTC. En réalité, c'est une nébuleuse. HTC, c'est le haut de l'iceberg, c'est la partie émergée de l'iceberg. Mais sous HTC, il y a un certain nombre de groupes nébuleux qui se sont associés à HTC pour la victoire. On ne sait pas très bien d'ailleurs jusqu'à quel point Al-Joulani versus Al-Shara a le contrôle sur ces groupes. Et ils sont une poignée. Ce pays, je rappelle à nos auditeurs, c'est 185 000 à peu près kilomètres carrés. Aujourd'hui divisé en une espèce de patchwork, alors dans lequel en fait finalement HTC, ces hommes ne contrôlent que, je dirais, l'axe, pour faire simple, Alep au nord, Damas au sud, et ils représentent, on ne sait pas très bien, quelque chose comme 60-70 000 hommes, ce qui est absolument ridicule pour tenir ce pays. Et par ailleurs, ça pose des problèmes de sécurité. En fait, quand ils sont arrivés, non seulement ils ont mis un certain nombre de fonctionnaires à la porte, mais ils ont également ouvert grand les portes de toutes les prisons du régime. Ils ont libéré à la fois les prisonniers politiques et les détenus de droit commun. Par ailleurs, tous les dépôts d'armes, toutes les casernes, toutes les bases qui n'avaient pas été bombardées par les avions d'Israël, qui ont en fait essayé de neutraliser, de casser, de briser tout cet arsenal avant qu'HTC n'arrive, ou en même temps qu'HTC arrive, pour éviter qu'HTC ne se réarme de manière considérable. Donc tous ces dépôts qui étaient encore en état ont été pillés comme par ces fameux pilleurs dont je parlais tout à l'heure, ces fameux recycleurs qui ont pillé les armes, ils les ont vendues au marché noir. Donc il y a des armes qui traînent partout en Syrie, y compris, et qui vont aujourd'hui dans toute la région, un peu comme la Libye des années 2011, libérée entre guillemets par Nicolas Sarkozy et David Cameron. C'est un peu le même phénomène. Donc tout ça fait que vous avez une... Alors, comment dirais-je, il y a une insécurité latente, en particulier la nuit, dans les rues de Damas. C'est si vrai d'ailleurs que HTC a signé un pacte, notamment dans les quartiers chrétiens, avec leurs responsables, pour que ces responsables chrétiens forment des milices la nuit, pour éviter qu'il se passe des drames. Je cite une anecdote que vous pourrez retrouver tout ça dans mon reportage exclusif qui sort aujourd'hui en kiosque dans la nouvelle formule de Valeurs Actuelles, dont vous voyez aujourd'hui ici peut-être à l'écran la nouvelle formule. J'en profite pour faire un peu de publicité. Vous avez bien raison. Voilà. HTC a mis en place de manière numérique une hotline qui permet aux
aux populations, en fait, quand elles sont confrontées à un problème d'insécurité, d'appeler un numéro, et ensuite des patrouilles viennent pour régler les problèmes. Ça fonctionne. J'ai interviewé une jeune femme de la communauté alaouite de Damas, qui vivait dans la banlieue de Beyrouth, qui un soir a été confrontée à un règlement de compte, un tir d'arme automatique en bas de chez elle. Elle a appelé ce numéro, elle m'a dit ça fonctionne très vite, ils arrivent très très vite. Donc on les voit pas, ils sont quasiment invisibles, et tout d'un coup, en fait, vous les appelez, ils arrivent. Donc ils sont présents quand même. Hein. C'est inspirant. Voilà, donc on a cet entre-deux là qui est assez frappant dans ce pays qui hésite aujourd'hui, on va y revenir peut-être, comme une pièce de monnaie qui continue à rouler, qui hésite entre, je dirais, la normalisation et la djihadisation, entre le chaos et le renouveau, un nouvel ordre, entre l'appauvrissement et la renaissance économique. Hein. On est vraiment, aujourd'hui, cette Syrie, en fait, on la sent en marche, et on ne sait pas de quel côté la pièce va retomber. Alors précisément, on peut s'attarder sur cette figure de Al-Joulani, donc maintenant Al-Sharra. Vous parlez de ce visage post-djihadiste qu'il tente d'afficher. Est-ce qu'on peut réellement espérer que ce soit derrière lui ce djihadisme ? Alors, je l'appelle de manière un peu ironique post-djihadiste. Pourquoi ? Parce que Al-Joulani est un homme assurément, un leader assurément très politique. En deux mots, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de lire quelques papiers qui ont été faits sur lui ces dernières semaines, c'est un Syrien du Golan. Vous savez, ce plateau montagneux du sud de la Syrie. Son père est parti travailler en Irak, et lui, là, s'est radicalisé. Il s'est si bien radicalisé en Irak qu'il a été arrêté par les Américains, j'en parlais tout à l'heure. Il s'est retrouvé dans les prisons dans lesquelles les Américains mettaient en vrac tous ceux qu'ils arrêtaient, y compris les plus dangereux, les plus idéologues. Et en fait, il se passait la même chose que ce qui se passe dans nos prisons. C'est-à-dire qu'au contact des plus radicaux, les détenus se sont radicalisés. Lui en faisait partie. Ensuite, il a été renvoyé par ces radicaux dans son pays, donc du côté en Syrie. Et là, il a investi à Idlib. Vous savez, Idlib, c'est cette poche au nord-ouest de la Syrie qui est frontalière de la Turquie, dans lequel, par un accord entre les troupes de Bachar el-Assad et les rebelles, comment dirais-je, les vainqueurs, c'est-à-dire le régime de Bachar el-Assad, son armée et ses alliés, les Russes, le Hezbollah, etc., disait bon voilà, on va pas finir le travail, ça nous coûterait beaucoup de temps, beaucoup d'argent et surtout beaucoup de morts. Vous êtes encerclés, vous êtes battus, on est d'accord pour que vous partiez avec femmes, enfants, cousins, cousines et tutti quanti dans cette fameuse poste d'Idlib qui s'est remplie à partir de décembre 2016, c'est-à-dire c'est la chute, la défaite des rebelles à Alep. Hein. Et à ce moment-là, Idlib est devenu le réduit dans lequel se sont réfugiés de manière avec un sauf-conduit tous les djihadistes qui se trouvaient encerclés du sud au nord, donc du nord au sud. Donc ça a commencé par Alep, et ensuite c'était notamment dans les quartiers de la Ghouta orientale à Damas, ces quartiers populaires dans lesquels avait commencé en particulier la rébellion. Et ce gars-là est arrivé à Idlib avec ses hommes, mandatés par Al-Nosra puis Al-Qaïda, et finalement, quand il est arrivé là-bas, il a décidé de prendre son envol politique. Il s'est émancipé politiquement de ces groupes pour devenir le propre leader. Et là, c'est là qu'on voit qu'il est assez malin. C'est que plutôt de pousser, son cursus idéologique jusqu'au bout, il a bien compris que son intérêt, c'était de prendre le pouvoir, mais ne pas entrer en collision directe avec les plus forts, c'est-à-dire notamment avec les Turcs. Et il a fait un accord avec les Turcs pour pouvoir coexister dans son petit réduit. Et c'est ainsi qu'il est devenu le leader, et il est tellement devenu que leader, c'est que les Turcs ont misé sur lui et ont préparé avec lui cette fameuse offensive de décembre 2024. Et je vais vous raconter une anecdote. Je parlais avec un membre éminent de la communauté des affaires à Alep, un chrétien, qui me disait qu'il avait lui-même parlé avec le représentant, le chef d'HTC
à Alep, donc le représentant d'Al-Shara, Al-Joulani, et cet homme-là lui avait confié qu'en fait, ils avaient prévu, anticipé et travaillé pour une bataille de 6 mois pour prendre Alep. Et je vous rappelle que fin novembre, l'affaire était réglée en quelques jours. Ce monsieur m'a raconté comment ces hommes sont arrivés dans la banlieue d'Alep avec des motos, des voitures, des véhicules de toute catégorie, ils ont laissé leurs blindés dans la banlieue d'Alep, ils sont rentrés dans Alep pour expliquer qu'il fallait se rendre, et en fait ils n'ont pas vraiment eu besoin de combattre, puisque dans la foulée, les troupes de Bachar el-Assad prenaient la poudre d'escampette et semant sur toute l'autoroute qui descendait vers Hamas, qui leurs uniformes, qui leurs véhicules, qui leurs armes, pour masquer le fait qu'ils appartenaient à l'armée de Bachar el-Assad. C'était une vraie débandade. Ces hommes-là n'ont pas combattu. Donc, grosse surprise, 3 jours, 4 jours pour prendre Alep. Et puis, eh bien, un peu comme la mer morte, les eaux s'ouvraient devant Al-Joulani. Celui-ci, eh bien, en a profité à forcer son destin et a descendu au sud, et en une semaine, il prenait, dans la nuit du 7 au 8 décembre, il prenait Damas. Et là, à Damas, si vous voulez, il est en position, il est en quelque sorte en position de nouveau maître du régime, mais en même temps dans un état d'équilibre instable. Il n'a trop peu d'hommes avec lui pour pouvoir prendre le pouvoir. La plupart des hommes qui sont avec lui ne sont pas éduqués. Vous savez, les Syriens les Syriens chrétiens appellent ces gars-là les racailles. Ils ont ils ont 2 mots en arabe. Il y en a un qui se dit avec mon piètre accent en arabe, Neshe, et l'autre c'est un peu Zaran. Ce sont 2 mots qu'on entend souvent. Les Syriens éduqués, chrétiens souvent éduqués, disent en fait ces gars-là ils savent pas parler, ils n'ont pas été à l'école, ils sont crades, ils sont sales, ils sont mal fagotés, et évidemment ils n'ont pas les capacités, les moyens de prendre en main ce pays et de gérer ce pays. Ça c'est le problème de Al-Joulani. Donc Al-Joulani, en fait, il présente aujourd'hui 2 visages. Pour résumer ce que je viens de dire, et l'aboutissement de cet homme-là, il sait que c'est sa chance historique de devenir le leader, et il a un problème urgent à régler. Il n'y a plus d'argent dans les caisses. Ce pays n'a plus d'économie, l'économie est à l'arrêt, et il doit, s'il veut s'imposer, il doit trouver de l'argent pour payer les fonctionnaires et pour remettre en marche ce pays. D'une part, et d'autre part pour réinjecter des capitaux dans l'économie, pour relancer l'économie et créer de la richesse. Ça, c'est son problème urgent numéro 1, et il espère y parvenir, notamment comment dirais-je, en convainquant les puissances occidentales de lever ce fameux train de sanctions incroyable qui a été posé sur la Syrie dans les années 2010-2011 par les Occidentaux, et qui a été énormément durci en 2019 par les Américains. C'est la fameuse loi César qui a véritablement coupé la Syrie de toute l'économie internationale, impossibilité pour la Syrie de vendre son pétrole, de toute façon, puits de pétrole qui était verrouillé par les Américains dans le nord-est, incapacité pour la Syrie de s'intégrer aux flux financiers, interdiction de vendre tous les produits, bien sûr, duaux, c'est-à-dire civils, mais pouvant avoir un usage militaire, etc., etc. Ce qui en fait, s'est retourné évidemment contre le régime de Bachar el-Assad, mais aussi et surtout contre la population. Donc là, on sent que les Occidentaux, évidemment, sont tellement heureux de la chute de Bachar el-Assad. Ils l'attendaient. Bachar el-Assad leur a fait un pied de nez à la fin de la guerre avec le soutien des Russes, en leur disant, voyez, vous vouliez que je sois vaincu, et en réalité je reste au pouvoir. Et là, en fait, les Occidentaux ont tellement envie de croire dans la Syrie post-djihadiste qu'ils sont tentés de lever ces sanctions. Aujourd'hui même, ou hier, je ne sais plus, à Bruxelles, les Européens discutent d'un premier levée de sanctions. Par ailleurs, les États-Unis ont autorisé ponctuellement, en fait, la levée de sanctions, notamment pour les échanges énergétiques entre les frontières, c'est-à-dire aux frontières, c'est-à-dire interconnecter les réseaux électriques avec les pays qui ont un peu de surplus d'électricité. Donc on sent un frémissement, mais par exemple les Américains ont levé
comment dirais-je, la prime qu'ils avaient mise sur la tête de Al-Shara, ce gars-là a été recherché par les Américains et la prime était de 10 millions de dollars. D'un seul coup, Al-Shara, qui valait 10 millions de dollars pour les Américains, aujourd'hui en vaut zéro, ce qui d'ailleurs déclenche l'ironie des Syriens. Donc on voit bien que les Occidentaux envoient des gages et sont assez attentifs. Pourquoi ils envoient des gages ? D'abord, je l'ai dit, parce qu'ils ont tellement envie de croire dans cette Syrie post-djihadiste qu'ils ont du mal à se retenir, mais on est dans une forme aujourd'hui de concurrence. Al-Shara, en fait, s'il en est là aujourd'hui, c'est, je l'ai dit, avec le soutien notamment de la Turquie, de l'armée turque qui a équipé, soutenu, entraîné son armée, qui lui a sans doute apporté les renseignements nécessaires à son coup de force déclenché, je le rappelle, le lendemain même du cessez-le-feu au Liban, après plusieurs mois de campagne aérienne orchestrée par Israël pour neutraliser en fait au maximum les défenses, les équipements et les infrastructures militaires du régime de Bachar el-Assad. Donc vous voyez, voilà, et derrière lui il y a comment dirais-je, l'international oriental des frères musulmans, la Turquie, mais on sait aussi que le Qatar a ouvert très vite une ligne de crédit profonde pour alimenter Al-Shara, parce qu'il n'y a pas de secret, la guerre, ça coûte de l'argent, il faut payer les hommes, et il doit même payer ses hommes. Donc, vous voyez, il y a une espèce de concurrence aujourd'hui, chacun place ses pions, et la Syrie, comme je l'écris à la fin de mon reportage, c'est un peu un pays qui est prêt à être acheté par le plus offrant. Donc il y a une concurrence entre les orientaux, les Turcs, l'international des frères musulmans, et de l'autre côté, les occidentaux qui finalement sont moyennement motivés par la Syrie, outre le fait de savourer leur revanche sur le fameux boucher Bachar el-Assad. On peut peut-être en dire un mot si vous voulez. Allez-y, oui. Alors c'est intéressant parce que j'ai rencontré beaucoup de chrétiens et tous m'ont dit, vous voyez, il y en a un qui m'a dit ce régime se prenait pour Dieu. Avec un grand D. Et on s'inquiète quand même de la suite parce qu'on connaît les positions religieuses d'Al-Jolani. C'est vrai que c'est des questions qui se sont posées notamment à notre antenne, la place des chrétiens en Syrie. Voilà, donc les chrétiens disent, la plupart des chrétiens reconnaissent à Bachar el-Assad un mérite essentiel, c'est d'avoir protégé la liberté des chrétiens dans cette série Patchwork, dans lequel, je le rappelle, il y a à peu près, les proportions sont pas fixées, mais à peu près 70% de sunnites, 15, je sais pas, ensuite une grosse minorité d'alaouites, cette minorité chiite, quelques autres minorités, et il reste... on estime environ 1% de chrétiens. Juste pour donner du recul, en 1946, à la fin du mandat français, il y avait 50% de chrétiens dans la Syrie. Aujourd'hui, 1%. On estime à peu près le volume des habitants en Syrie aujourd'hui à une vingtaine de millions. Donc ça vous donne une idée. Personne n'a le chiffre exact, mais on tourne entre 200, 300, 400 000 chrétiens aujourd'hui dans toute la Syrie. Ils étaient 50% en 1946. Donc vous voyez ce lent déclin qui s'est accéléré ces derniers mois. Donc les chrétiens reconnaissaient à Bachar el-Assad le mérite d'avoir protégé leur liberté religieuse, leur liberté de mouvement. Mais ils disent aussitôt que pour tout le reste, ils étaient traités à la même enseigne que les autres communautés, à savoir pratiquement mis en esclavage économique par ces caciques du régime autour de Bachar el-Assad, qui plutôt que de trouver des alternatives à ce blocus très dur, en fait, ont augmenté, accru leur rapacité sous la forme de raquettes quasiment officielles du régime. Plus un entrepreneur n'était en mesure, dès qu'il faisait quelques euros de chiffre d'affaires, d'échapper aux raquettes. La fameuse 4e division de fer, disait-on, de Maher, le frère de Bachar el-Assad, en fait, quand on va en Syrie, on comprend qu'elle était surtout devenue experte des barrages filtrants permettant de prélever une dîme
sur toutes les activités, les camions transportant du matériel, des fruits pour pouvoir augmenter leur trésor de guerre. À l'entrée, tout ce qui rentrait aux frontières de la Syrie était taxé avec des taxes absolument mirobolantes. Je visitais par exemple un quartier chic entre guillemets bien sûr de Damas, c'est-à-dire le quartier où vivaient les caciques du régime, les généraux, tous les cadres. Et mon chauffeur me disait, voyez, regardez cette maison là-bas, elle est très belle, c'est la plus belle du quartier, elle est éclairée. Et bien comme moi j'étais, me disait-il, dans une entreprise d'électricité de bâtiment général, que je devais intervenir dans une maison du quartier pour remplacer une tuyauterie, changer une porte ou une fenêtre, il fallait d'abord que j'aille toquer à cette maison, dire j'arrive, payer mon écho, et ensuite j'avais le droit d'intervenir pour changer une fenêtre ou changer un robinet dans une maison. La corruption était généralisée au profit de Bachar el-Assad et de son rang, à telle enseigne qu'en fait le pays était le peu d'économie qui restait, c'était délité, et les gens se sont appauvris de manière accélérée. Pour vous donner une idée, j'ai discuté avec une dame qui était une ancienne directrice d'école à Idlib, une école chrétienne, qui était à la retraite à Alep. Je suis rentré dans sa maison sans chauffage. Il faisait 5-8 degrés. Elle me disait que sa pension mensuelle, c'était $25 par mois. $25 par mois, l'équivalent bien sûr. Pour se chauffer, elle devait acheter 1 litre de gasoil, 1 euro, enfin $1. Voyez l'équivalent. Donc ces gens n'ont rien pour vivre, et ça c'est quand même la résultante d'un régime qui, au lieu de trouver une passe dans les écueils qui avaient été semés par la communauté internationale, comme on l'appelle, en fait a grossi en fait son côté, sa face sombre, à telle enseigne que toute la Syrie était dans une forme d'esclavage au profit des quelques figures de la corruption autour de Bachar el-Assad. D'ailleurs, tous ces gens-là ont disparu comme un claquement de doigts. Il n'y a plus une BMW ou une Porsche ou un 4x4 de luxe japonais dans les rues de Damas. Il n'y a plus que des voitures de mauvaise qualité ou des voitures japonaises de grande consommation. Tous les appartements, toutes les maisons dans les quartiers chics sont éteints. On se demande où sont partis les gens. En fait, ils sont tous partis pour ne pas avoir à rendre des comptes. C'est la même chose dans les ministères. Les ministères, il n'y a plus de lumière. Dans les guérites, entre les murs blindés protégeant les murs de béton protégeant ces casernes, il n'y a plus de garde. C'est comme si toute l'ancienne Syrie s'était évaporée. Oui. Et alors, Mériadec Rafré, il nous reste 2 minutes. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, selon vous, comment doit se positionner la France vis-à-vis de la Syrie, vu l'état actuel des choses, et puis quelles sont les décisions pour l'instant que semble prendre Emmanuel Macron ? Alors évidemment, vous avez raison de revenir à pas l'essentiel, mais enfin en tout cas, ce qui est important, c'est-à-dire le regard que les Français et la France peuvent porter et peuvent espérer sur ce pays. Moi, ce qui m'a frappé, une dernière chose, et là c'est le reporter de terrain qui parle, c'est derrière une couche fine de sédiments historiques, c'est comme si on soufflait un peu sur la table, et sous la poussière apparaissaient très très vite les traces profondes de la marque que la France a laissée sur ce pays. Une marque civilisationnelle, faite à la fois de spiritualité et de culture, d'intelligence, d'éducation. Et pour vous donner une idée, j'ai rencontré des dizaines de personnes, des gens du peuple, des gens de la population, des étudiants, des jeunes, mais j'ai aussi rencontré des intellectuels, j'ai rencontré également des institutionnels, et en particulier des représentants, des membres éminents de toutes ces églises orientales. Vous savez, elles sont au nombre de plus d'une dizaine, des évêques, des patriarches de tout cet Orient compliqué. J'ai quasiment fait la plupart de mes entretiens, je dirais, 60% de mes entretiens en français, avec bien sûr un français un peu hésitant pour certains, un français un peu rouillé, pour d'autres un français quasi impeccable. Je voudrais citer un homme dont je ne peux pas le donner le nom pour ne pas lui causer de tort à Damas, un ecclésiastique de renom, un homme grand, élégant, d'une grande prestance, syrien, qui m'a
décrypter selon lui le Damas d'aujourd'hui avec le cerveau d'un intellectuel ecclésiastique français formé aux meilleures écoles, séparant l'analyse du fait avec une grande nuance. Toute cette trace-là, elle est visible et elle est si visible que ça qu'à Alep, par exemple, un professeur d'une université éminente, dont je ne peux pas donner le nom aussi pour des raisons de sécurité, me dit, mais vous me posez des questions, monsieur Raffray, mais moi je voudrais vous en poser une. Que pense la France? Que veut la France et l'Europe pour la Syrie? Et là, j'ai eu une hésitation. Je lui dis, vous voulez vraiment que je vous dise ce que pense la France pour la Syrie? Je lui dis, je pense que la France ne pense rien pour la Syrie. Elle n'a aucune stratégie. Je pense simplement que l'initiative de la France officielle d'avoir rétabli des contacts et de parler avec le régime est évidemment une bonne chose. Il faut parler. En 2012, quand Nicolas Sarkozy décide de fermer l'ambassade du diable à Damas, c'était une erreur. Il faut parler et ensuite, on voit ce qui se passe. Merci beaucoup, Mériadec Raffray. Je prends congé rapidement, mais merci d'avoir été avec nous et on pourra continuer à en parler la semaine prochaine, même jour, même heure. Merci. Merci à tous.